Bonsoir à tous. Merci d'être venus pour cette conférence que nous sommes ravis de pouvoir vous proposer, la première de l'année 2023 pour le pôle de généalogie. Et cette année, nous avions envie de changer de thématique. On essaie de changer de thématique chaque année. Après l'ADN, très différent, on part sur l'héraldique cette année. Et il y aura une autre conférence qu'on est en train de mettre en place pour le mois de juin. Je vous le dis déjà. Mais là, ce soir, nous serons ravis d'écouter Monsieur Verneau sur la signification des armoiries. Mais donc, peut-on craquer le code blason? Monsieur Verneau a un doctorat en histoire moderne, une thèse qu'il a soutenue à l'école pratique des hautes études sous la direction de Monsieur Pastoureau. C'est une référence que je donne très souvent aux étudiants, hein. C'est vraiment sur la symbolique, les couleurs. On n'a peut-être pas acheté tous les livres, mais normalement il y en a un certain nombre à la bibliothèque en tout cas. Et donc elle portait cette thèse sur le cœur en Franche-Comté à l'époque moderne, iconographie et symbolique, et vous avez pour cela obtenu un prix de la chancellerie des universités de Paris en sciences humaines en 2015. Vous avez également été secrétaire général de l'Académie internationale d'héraldique de 2015 à 2021. Depuis 2021, on le voit ici affiché, vous êtes rattaché à divers laboratoires, donc chercheurs associés à l'UMR, Héritage, Culture, Patrimoine et Création, donc Cergy, Paris Université et CNRS, ou encore chercheurs invités à l'école universitaire de recherche, Humanité, Création et Patrimoine. Enfin, tout ceci pour les étudiants peut paraître obscur, mais en tout cas il y a 2 rattachements de laboratoires pour la recherche, c'est toujours important. Et enfin, vous êtes de toute façon quelqu'un qui publie également, vous venez de faire paraître un armorial du Jura, donc là c'est... De toute façon, forcément, nos recherches sont forcément localisées à ce niveau-là d'études et de recherche. Le canton du Jura, le Jura bernois, Bienne, Birsec, Laufaunet du XIIIe au XIXe siècle, je ne dirai pas plus. Et vous êtes également, et on peut vous consulter, donc historien indépendant et consultant en héraldique, parce qu'on a toujours besoin d'un référent en héraldique pour débrouiller tous les petits problèmes que l'on peut rencontrer. Donc vous officiez auprès des collectivités en France et en Suisse. Je vous passe immédiatement le micro et encore merci d'être venu. Et votre séance sera suivie de questions-réponses. Bien sûr, je ferai passer le micro pour d'éventuelles questions par la suite. Très bien, je vous remercie beaucoup. Tout le monde m'entend bien? Bien. Alors, je remercie Madame Ortega et l'Université de Nîmes de me faire l'honneur de m'accueillir ici. Je suis ravi de revenir à Nîmes, qui est quand même une très belle ville. Alors, revenir à Nîmes, c'est plutôt agréable. Et puis, en plus, vous parlez de mes centres d'intérêt pour l'héraldique. Je suis ravi de partager cela avec vous, d'autant plus que en préparant cet exposé, je me suis efforcé quand même de prendre des exemples nîmois autant que possible. Alors j'étais ravi de constater que les exemples nîmois confirmaient ce que j'avais trouvé jusqu'à présent. Donc c'est fabuleux. Et ce que je vais vous présenter ce soir, c'est finalement des pistes d'explication de la signification des armoiries. Et puis non seulement les pistes d'explication, mais le travail que j'ai conduit pour arriver à ces explications-là. Finalement, quand on est historien, on est un peu comme un enquêteur de police, et puis on cherche des preuves, on cherche des éléments d'argumentation, et puis on ne s'en laisse pas compter. Surtout en matière de symbolique, parce que quand même, si vous voulez entendre tout et n'importe quoi, le monde de la symbolique, pour ça c'est parfait. Vous avez des dictionnaires de symbolique, vous avez sur Internet plein de sites Internet où on vous explique aussi des complots, des choses extraordinaires et fabuleuses sur la manière de décrypter les symboles. Ça alimente aussi toute une littérature. Je vous renvoie au Da Vinci Code, d'où l'allusion au code blason. Et finalement, alors, il est vrai que cette fascination pour les symboles fait partie du paquet. C'est-à-dire que quand on est devant des armoiries, la première des choses qu'on se dit, c'est « Ah, c'est beau », puis la deuxième, c'est « Mais qu'est-ce que ça veut dire ?» Et moi, je me pose la question depuis très très longtemps. Et puis, je dois dire que jusqu'à présent, je n'étais pas très content des réponses que je trouvais. Parce que, alors voilà, on trouve un blason, et puis on voit des figures, puis on se dit, alors, comment je vais trouver ce que ça veut dire? Alors, on peut aller regarder dans les dictionnaires de symbolique. Mais le problème des dictionnaires de symbolique, c'est qu'ils vous donnent des choses très très générales. Ils vous expliquent que l'abeille, chez les anciens Aztèques, ça voulait dire ceci, chez les Romains, c'était ça, chez les Grecs, etc., chez les Chinois. Oui, mais moi, j'ai un blason à Nîmes, ou en Franche-Comté, ou en Normandie, donc les Aztèques et les Mayas, ça ne me donne pas grand-chose. Donc, il faut chercher ailleurs. Et puis, à côté de ça, pour les armoiries, vous avez, alors, si vous avez une bibliothèque bien fournie, vous avez des dictionnaires d'héraldique, notamment ces gros
volume du XVIIe siècle, XVIIIe, où on vous explique la signification des couleurs et des figures. Alors on vous explique par exemple que l'azur c'est la loyauté, le gueule, le rouge c'est la vaillance, etc. Puis on dit oui mais alors celui qui met du bleu il est loyal, mais celui qui n'a pas de bleu il n'est pas loyal. Voilà. Vous n'êtes quand même pas plus avancé qu'avant parce qu'on vous explique pareil, le lion c'est le courage, l'aigle c'est ceci, le croissant c'est les croisades. Alors voilà, on vous avance plein de choses, il n'y a pas de preuves. Et puis, ça ne colle pas avec ce que vous voyez, parce que, par exemple, ce croissant pour les croisades, quand c'est un apothicaire au XVIIe siècle, ça ne colle pas avec les croisades. Donc, il faut chercher ailleurs. Alors, comme ça a été rappelé tout à l'heure, j'ai fait ma thèse avec Michel Pastoureau, et comme vous le savez, Michel Pastoureau a fait un grand ménage dans l'héraldique, et puis il nous a notamment montré que ces questions de couleurs et de symboles, ça avait beaucoup à voir avec des questions de culture. Par exemple, entre l'Antiquité et puis aujourd'hui, on voit le lent déclin du rouge et puis à l'inverse la promotion du bleu. Ce soir, vous êtes presque tous habillés en bleu, moi aussi. Voilà. Donc il y a quand même une sensibilité au bleu. Les Romains auraient trouvé ça affreusement barbare. Pour eux, ce qui était chic, c'est le rouge. Voilà. Donc on ne se voit pas comme des barbares, mais tout ça, c'est une histoire culturelle. Et puis, alors c'est très bien, ça permet de faire un petit peu le ménage par rapport à toutes les lectures ésotériques, mais je trouve que ça expédie un petit peu rapidement quand même la question de la symbolique, parce qu'il m'est arrivé à plusieurs reprises de composer des armoiries pour des familles ou pour des communes, et la question du sens, elle se pose assez vite. C'est-à-dire que si on dit aux gens, ben voilà, on va faire un blason qui vous plaît, c'est pas suffisant. Il faut quand même que ça veuille dire quelque chose. Et je me dis, voilà, si quand on compose un blason au XXIe siècle, il faut que ça veuille dire quelque chose, est-ce que par hasard, ça ne voudrait quand même pas dire quelque chose au XVIe ou au XVIIe ou au XVIIIe? Et ce soir, je vais vous présenter des pistes d'interprétation qui suggèrent que oui, quand même, ça veut dire un peu quelque chose. Alors pas tout le temps, puis on ne sait pas tout, mais c'est ça qui est bien quand on fait de la recherche, c'est que tout n'est jamais écrit à l'avance. Et finalement, ça en laisse pour les années à venir et pour les générations futures. Donc, avis aux étudiants et aux étudiantes, il y a encore du travail. Alors, le pointeur, ça fonctionne. D'abord, pour comprendre la signification des armoiries, je pense que la première chose à se demander, c'est au fond, à quoi ça sert et qui s'en sert. Je parlais tout à l'heure des apports de Michel Pastoureau par rapport à l'historiographie de l'héraldique. Michel Pastoureau a beaucoup insisté sur le fait que les armoiries n'étaient pas un privilège nobiliaire, et il a raison, mais peut-être que le balancier finalement était un peu trop loin de l'autre côté, parce que, alors c'est vrai, les armoiries paysannes, ça existe, mais je ne sais pas si vous venez d'un village, allez dans votre village, comptez les armoiries paysannes, vous n'allez pas en trouver beaucoup. Les armoiries des anciens seigneurs, vous allez les trouver, alors soit elles sont encore en place au château, soit si vous allez aux archives, vous allez retrouver des sceaux, des arbres généalogiques ou autres. Par contre, moi dans le village où j'ai grandi, les armoiries de paysans, il n'y en a pas, Alors, on peut regarder dans les autres villages aussi, parce qu'on se dit, s'il n'y en a pas dans mon village, il y en a peut-être dans le village d'à côté. On regarde un petit peu les dalles funéraires. Alors il y a des dalles funéraires de paysans, mais elles n'ont pas d'armoirie. Par contre, celles des nobles en ont, celles des seigneurs en ont. Donc quand même, on a l'impression, alors oui, il y a parfois des paysans qui ont des armoiries, mais ils ne sont pas nombreux. Alors, je pense que pour essayer de comprendre un petit peu à quoi servent les armoiries, il faut sortir de l'idée simplement qu'on fait des listes. Oui, telle famille a un blason, telle famille, etc., etc. Et après, il faut essayer un petit peu de cerner les profils socio-professionnels de ces familles. Est-ce que ce sont des familles nobles? Est-ce que ce sont des familles de bourgeois des villes? Est-ce que ce sont des familles de riches laboureurs? Enfin, essayez un petit peu de faire comme ça des typologies, et puis de faire un petit peu de statistiques, parce que les statistiques, ça permet un peu de recadrer les choses, et puis de donner des ordres de grandeur. Et ça, quand on est historien, les ordres de grandeur, c'est utile, parce que ça permet un peu, là aussi, de faire le ménage, et puis de se rendre compte, si l'héraldique paysanne a existé, elle est quand même pas très fréquente, et c'est en soi une information aussi. Je pense qu'on peut dire qu'au XVIIIe siècle en France, 100% des nobles ont des armoiries. Alors, je le présente comme une hypothèse de travail, parce qu'il y aura peut-être un moment, un endroit où on va trouver une famille noble qui n'en a pas, mais je pense, alors autant au XIIIe, XIVe, c'est peut-être encore possible, autant au XVIIIe siècle, ça me paraît hautement improbable, parce que les nobles ont besoin des armoiries, et d'une manière générale, les seigneurs, qu'ils soient nobles ou pas, ont besoin d'armoiries, parce que c'est le moyen de montrer leurs droits seigneuriaux. C'est-à-dire que les mesures seigneuriales sont marquées avec les armes du seigneur,
l'exercice de la justice, les fourches patibulaires par exemple, vous avez les armoiries des seigneurs. Et puis très souvent d'ailleurs, quand vous avez une émeute paysanne, la première chose qu'on commence à caillasser, c'est les armoiries. Donc il y a quand même un lien entre autorité seigneuriale, nobiliaire et puis le blason, ce qui est aussi une information. Mais ça mériterait, et notamment pour le sud de la France, où on manque de travaux sur la sociologie. Alors, il y a des répertoires héraldiques, mais il y a finalement assez peu de travaux sur qui portait des armoiries, quel groupe. Il y aurait vraiment des choses à faire sur la chronologie de la diffusion. Là encore, je lance des pistes pour les étudiants. Alors pour les paysans, on est entre 0 et 5%, et puis il y a tous les autres. Mais les autres, c'est qui? Les marchands, les gens des villes, les gens des campagnes. Donc, pour craquer le code blason, il faut vraiment se demander, mais à qui et pourquoi? Alors, dans le cours de mes travaux, j'ai essayé un petit peu d'avoir cette approche, alors, à l'échelle européenne, puis un peu plus à l'échelle française. D'abord, si on essaie de faire très généralement quel est le pourcentage de familles ou d'individus qui portent des blasons sous l'Ancien Régime, alors je vais axer mon propos davantage sur l'Ancien Régime que sur le Moyen-Âge. Restons sur le XVIIe et le XVIIIe siècle pour faire simple, mais en gros, c'est entre 0,1 et 5% de la population. C'est-à-dire que quand on met en regard les répertoires, et notamment ce soir, je vais beaucoup me servir d'un répertoire qui s'appelle l'Armorial Général. Alors l'Armorial Général, vous en avez peut-être déjà entendu parler, c'est un impôt sur les armoiries créé par Louis XIV. Alors bon, quand il s'agit de trouver des impôts, Louis XIV avait toujours beaucoup d'imagination, et puis là encore c'est un indice, quand on a besoin d'argent, on va le chercher où il est, et puis Louis XIV s'est dit, tiens, finalement on va taxer ceux qui ont des armoiries, parce que statistiquement, c'est eux qui ont des sous. Donc là aussi on a une information. La monarchie fait le lien entre les armoiries et les anses matérielles. Donc là encore, on voit bien, et c'est confirmé à chaque fois qu'on fait une enquête un petit peu locale, dans un village ou dans un quartier ou dans une ville, ceux qui ont des armoiries, globalement, c'est ceux qui ont le pouvoir, ceux qui ont de l'argent. Alors, avec plein de guillemets, plein de nuances d'un lieu à l'autre, mais grosso modo, c'est cela. Et je pense que, alors certes, les armoiries ne sont pas un privilège de la noblesse, mais il me paraît raisonnable d'affirmer qu'en tous les cas, c'est un système emblématique utilisé par les élites d'un lieu. Alors la notion d'élite, elle est commode parce qu'elle est souple et elle est vague. Et effectivement, sous l'Ancien Régime, comme à toutes les époques d'ailleurs, qui fait partie des élites, qui n'en fait pas, qui décide, il n'y a pas de consensus. Les nobles, sous l'Ancien Régime, vont dire les élites, c'est nous. Les riches bourgeois d'une ville vont dire, non, nous on a le pouvoir économique, donc les élites, c'est nous. L'Église va dire, non, les élites religieuses, c'est nous, donc les élites, c'est nous, etc., etc. Donc on va avoir des définitions qui ne sont pas forcément convergentes de ce que c'est qu'une élite, mais en tous les cas, on a des individus ou des familles qui, à partir du moment où elles vont adopter des armoiries, finalement, vont se poser comme étant localement des élites, avec justement ce sens très vague. Alors, comme je disais tout à l'heure, à peu près, on peut considérer 100% de la noblesse, et puis le seigneur du lieu a toujours des armoiries. Par contre, si on prend la masse des armoiries portées, on se rend compte qu'en général, plus de la moitié, voire plus des 3/4 ne sont pas nobles. Donc le phénomène héraldique s'est diffusé largement au-delà du cercle nobiliaire. Mais là encore, quand on étudie les processus de manière chronologique, on voit que c'est un phénomène de ruissellement des élites nobles vers les élites non nobles. Dernièrement, donc, le répertoire que je viens de publier pour le Jura suisse, j'ai eu l'immense privilège de travailler sur un territoire du XIIe siècle jusqu'au XIXe, même jusqu'au XXe siècle. Donc, à partir d'un fichier qui avait été réalisé par un archiviste pendant 30 ans. Et donc, j'ai pu observer, décennie après décennie, comment les armoiries sont diffusées dans la société. Et on voit bien que ce sont d'abord uniquement les nobles qui ont des armoiries. À la fin du Moyen-Âge, on a de riches marchands qui souvent sont des représentants du seigneur, etc., qui vont à leur tour en adopter. Et puis, lorsqu'on observe à ce moment-là des armoiries d'artisans ou de paysans, mais j'y reviendrai après, ils ne sont jamais que artisans ou paysans, ils sont aussi représentants du pouvoir local. Donc, ils font partie des élites sociopolitiques d'une manière ou d'une autre. Alors, au XVIe, au XVIIe, au XVIIIe siècle, en Suisse comme en France d'ailleurs, les armoiries continuent à se diffuser. On estime que la période de maximum, là, le moment où il y en a le plus, ça serait entre 1650 et 1700.
Alors il faudrait vérifier au cas par cas, mais en tous les cas, c'est probablement entre le XVIIe et le XVIIIe siècle que statistiquement, on a le plus grand nombre de familles munies d'armoiries. Mais là encore, quand vous regardez au sein d'une communauté, c'est toujours le haut de la communauté en question. Et puis, ça me paraît extrêmement important, il y a véritablement de grandes variations d'un lieu à l'autre. Par exemple, dans la Franche-Comté que je connais bien, vous allez prendre deux bourgs qui sont à peu près de même taille au XVIIe siècle. Dans l'un des deux, vous allez avoir des linteaux armoriés un peu partout, et puis dans l'autre, pas du tout. Et donc, on se rend compte que finalement, il y a des effets d'émulation et de compétition sociale. C'est-à-dire que dans certaines localités, il n'y a que la noblesse et vraiment ceux qui sont les plus privilégiés qui ont des armoiries, puis les autres ne touchent pas à ça. Et puis, dans d'autres localités, il y en a qui osent. Alors, il y a le vigneron un peu riche qui va oser. Du coup, son voisin qui est tailleur de pierre, il va oser aussi, parce qu'il dit, attends, le vigneron, il le fait, pourquoi je ne le ferai pas? Et donc, vous avez comme ça des phénomènes de compétition sociale. C'est un petit peu comme les portails électriques dans les quartiers pavillonnaires. Il y en a un qui commence, après il y a le voisin qui en veut un aussi, etc. etc. Et alors, au-delà de la plaisanterie, il y a un étudiant britannique qui a étudié les lettres d'armoirie au XIXe siècle à Londres, et donc ceux qui obtenaient des lettres d'armoirie au XIXe siècle, les bourgeois, et il a comparé ça avec le cadastre. Et en fait, on se rend compte que c'est par rue. Et donc, on voit bien, avec cet exemple-là, qu'il y a un phénomène d'émulation sociale. À partir du moment où le voisin en a, ben on se dit, on est aussi bien qu'eux, voire mieux qu'eux, donc on va en avoir aussi. Puis lui, il a un lion, ben nous, on va en mettre deux, parce que quand même, on vaut mieux qu'eux. Et donc, cette mentalité de compétition sociale est extrêmement importante. C'est-à-dire qu'à chaque fois que des armoiries se créent, elles se positionnent toujours par rapport à ce qui est déjà là. Et donc, avec les exemples que je vais vous montrer, chacun occupe un rang, et il se définit par rapport aux autres. Alors certains sont un peu prétentieux ou culottés, d'autres plus modestes, un peu plus dans la retenue, mais tout ça finalement montre d'une part qu'effectivement on a bien des élites qui se définissent de manière différente, et puis que c'est d'une grande souplesse, et qu'il y a de la fantaisie, et puis qu'il n'y a pas énormément de règles, si ce n'est des règles de sociologie, de compétition sociale, mais voire aussi de fantaisie. Un dernier point que je voudrais souligner avant de passer à la suite, c'est même si les armoiries ne sont pas un privilège de la noblesse, dans leur inspiration, elles restent marquées par leurs origines nobles. C'est-à-dire que d'abord, les armoiries prennent place sur un écu, qui est quand même l'écu, fondamentalement, c'est le bouclier du chevalier. Et puis, statistiquement, vous avez quand même beaucoup plus de tours que de granges, beaucoup plus d'épées que de fourches. Donc, si vous prenez, d'un point de vue lexical, comme diraient les littéraires, quels sont les champs lexicaux de l'héraldique, c'est le champ de la noblesse, des croisades. Donc vous avez des épées, vous avez des lions, parce que le lion c'est le roi des animaux, puis il est courageux. Vous n'avez pas beaucoup de tortues dans l'héraldique, par exemple, ou de cafards, il n'y en a pas. Voilà. Donc on part quand même sur des animaux symboliquement valorisés, valorisants, donc guerriers, etc. Et donc c'est bien cet imaginaire noble qui est présent, même chez ceux qui ne sont pas nobles. Alors, ce qui me paraît aussi vraiment intéressant et extrêmement révélateur, c'est à quel moment la famille ou l'individu franchit le pas. C'est-à-dire que vous êtes dans un village, et puis à un moment, il y a une famille qui n'avait pas d'armoirie et qui va décider d'en adopter. Et donc, ça c'est extrêmement important. Comme vous le savez, si vous faites des études en histoire ou en généalogie, le statut social n'est pas quelque chose de fixe, ça bouge, les familles essayent d'améliorer leurs conditions. Et donc, quand on compare un petit peu les parcours des familles qui réussissent leur ascension sociale, là, on se rend compte qu'assez souvent, l'apparition d'armoiries, elle est concomitante avec d'autres choses. Alors, je mets choses entre guillemets, puis on va un petit peu détailler ça. Mais par exemple, quand vous visitez des villages et puis vous essayez de voir un petit peu où est-ce qu'il y a des écus, d'abord c'est souvent des maisons qui sont plus grosses que les autres. Très souvent, il y a un soin apporté. Alors, vous avez l'écu au-dessus de la porte, mais la porte elle-même est en pierre de taille très soignée, souvent précédée par un escalier monumental, ou alors un escalier dans une tour, parce que quand même, si vous pouvez rajouter une tour à votre maison, tout de suite, ça lui donne des airs de manoir. Donc, la tourelle plus le blason, on voit bien quand même que ça donne un petit côté, on a réussi dans la vie, comme le portail électrique. Et puis, quand on gratte un petit peu pour voir si on a la chance d'avoir des informations sur les propriétaires de ces maisons, on se rend compte que
dans le village, ces familles ne sont pas des familles de paysans. Ou alors, elles ne le sont plus, ou elles ne le sont plus seulement. C'est-à-dire que très souvent, ces familles qui adoptent des armoiries, c'est ce qu'on appelle des coqs de village. Alors ça peut être de riches laboureurs, mais assez souvent, ça va plutôt être le notaire, le médecin ou le chirurgien, éventuellement le prêtre, ou un riche marchand. Mais souvent, le passage à l'armoirie, c'est aussi la sortie de la paysannerie, ou en tous les cas, une forme de distanciation avec la paysannerie. Et d'ailleurs, ces maisons de coqs de village, lorsqu'il y a une partie agricole, souvent, elle est un petit peu à l'écart par rapport à la partie résidentielle. On marque un petit peu aussi par l'architecture l'écart que l'on crée entre la partie proprement agricole, parce que à cette époque-là, le notaire a toujours des vaches, il continue quand même à avoir un revenu et des biens en terre, mais l'architecture montre, en même temps que le blason et d'autres événements, le vêtement, etc., une forme de distanciation. Et puis, très souvent, il détient une part d'autorité localement. Alors, il peut être collecteur d'impôts, il peut être officier de justice. Très souvent, les familles qui adoptent des armoiries, ce sont des officiers seigneuriaux. Alors, d'abord, pour une raison simple, c'est qu'ils sont amenés à faire beaucoup de paperasse, et il faut sceller, il faut un cachet. Et donc, si on a les moyens, on se fait faire un cachet avec des armoiries. Alors, attention, il y a aussi beaucoup de cachets d'occasion. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas connu, mais il y a beaucoup de cachets qui sont des cachets d'occasion. Donc, si vous êtes un petit officier de justice et que vous n'avez pas trop d'argent, ben, vous n'allez pas vous faire faire un cachet à vos armoiries. Vous allez voir un joaillier qui va vous ouvrir un tiroir et puis il va regarder ce qu'il y a dedans, dans ces objets dépareillés ou autres, et puis il va trouver une vieille matrice qui ne coûte pas trop cher. Éventuellement, il va faire graver ses initiales par-dessus, puis ça ira très très bien comme ça. Puis après, s'il réussit à s'enrichir, à ce moment-là, il passera à la vitesse supérieure et puis il aura son vrai blason à lui. Mais on a comme ça, et on a même aussi d'ailleurs des matrices de sceaux pré-gravées. C'est-à-dire que c'est gravé à l'avance, c'est des petites figures géométriques tout simples, donc une bande en diagonale avec 2 étoiles, un cœur, etc. Et puis, vous venez d'être promu officier seigneurial dans un petit village, vous n'avez pas trop les moyens, vous achetez une de ces matrices toutes faites. Michel Pastoureau avait déjà identifié le phénomène pour les sceaux paysans au Moyen-Âge. Au XVIIIe siècle, on a encore énormément de ces petites matrices qui ne coûtent pas cher, qui sont pré-gravées avec des emblèmes génériques qui ne désignent aucune famille en particulier, mais qui vont bien aller pour sceller le courrier divers et variés. Alors, comme j'ai pas mal parlé des armoiries paysannes, après je vais moins en parler parce qu'il y a plein d'autres choses à dire sur d'autres domaines, mais là vous avez ici quelques armoiries de laboureurs. Alors déjà je rappelle que sous l'Ancien Régime, laboureur c'est pas uniquement un métier mais c'est un statut social. C'est-à-dire que le laboureur c'est celui qui possède son train de charrue. Donc par rapport aux gens qui vivent de la terre, c'est quand même la classe supérieure des paysans. Et ce qui est intéressant dans ces 3 exemples tirés de l'armorial général, c'est celui du bas. Donc, vous avez un certain, alors avec la lumière, je ne sais pas trop si on voit bien, mais Nicolas Jumel, laboureur à Séry, donc en Ile-de-France. Et vous voyez, ah oui. Et alors, ce duo, on voit bien, ils sont laboureurs, ils ont une gerbe de blé. Donc là, on a vraiment ce qu'on appelle des armoiries allusives, donc allusion à la profession. Et puis en bas, alors, il est désigné comme laboureur, mais si vous regardez, il a une ancre de marine et puis 2 rames. Ça veut dire qu'en fait, il n'est pas simplement laboureur, mais en fait, il fait commerce de grains. Et donc, il est plus que laboureur. Il est laboureur, et comme il est en Ile-de-France, très probablement, il s'occupe de l'approvisionnement de Paris en grains. Donc, il est laboureur et commerçant. Donc, on voit bien ici qu'on est dans des agriculteurs qui sont aisés. Est-ce que cette rangée de lumière, on peut l'éteindre ou pas? Parce que je crois que ça serait mieux. Non? Alors, ça va être noir total si on... Bon, alors on touche à rien. Ah, c'est dommage quand même. Bon, alors, je vais beaucoup pointer. Même. Alors, ici, vous avez 2 dalles funéraires qui ont été photographiées dans une église du Jura, français, je précise. Et comme vous pouvez le voir, ce sont des dalles funéraires de vignerons. Alors, vous allez devoir me faire confiance parce que je ne sais pas si vous voyez bien depuis le fond. Ici, vous avez la serpette du vigneron.
Alors, mais c'est pas la même. C'est pas la même, justement. Celle-là est dans un écu et pas celle-là. Et alors, non seulement celle-là est dans un écu, mais cette dalle funéraire est au pied de l'autel. Et vous savez que dans les églises, la position des dalles funéraires par rapport à l'autel, en gros, plus vous êtes quelqu'un d'important, plus vous êtes près de l'autel. Donc vous rentrez dans cette église, vous avez deux vignerons qui, à l'évidence, sont quand même des vignerons aisés parce que faire réaliser des dalles funéraires de cette taille et de ce soin, ça coûte relativement cher. Celui qui est près de l'autel, qui est plus honorable, il met sa serpette dans un écu. Et puis, au contraire, l'autre est plus éloigné de l'autel et il ne met pas sa serpette dans un écu. Donc ici, on a une information assez précise sur le fait que finalement, c'est ce que je disais tout à l'heure, l'armoirie indique un degré de notabilité et armoirie plus proximité de l'autel égale vigneron plus honorable que celui qui est plus loin de l'autel et qui n'ose pas mettre la serpette dans l'écu. Vous voyez, ce genre d'indice quand même permet un petit peu de préciser les choses. Alors, parmi les sources d'inspiration un petit peu inattendues pour l'héraldique non noble, vous avez les enseignes. Alors, Jean-Jacques Poulpre, il était hôtelier aubergiste à Marseille, et dans ses armoiries, il a mis une cloche parce que l'enseigne de son auberge était à la cloche, tout simplement. Et donc, l'exemple est amusant parce qu'ici, on est à des années-lumière de l'héraldique chevaleresque. Il n'y a pas de lion, il n'y a pas d'aigle, il n'y a pas de tour. Et là, on a finalement une héraldique qui est assez pratique, c'est-à-dire qu'on suppose que cet aubergiste avait besoin d'un cachet à ses armes parce qu'il avait des factures à régler, il avait de la correspondance avec des fournisseurs, etc. Et donc, lorsqu'il a fallu se composer des armoiries, il a pris son enseigne, ses initiales. Observez les étoiles, j'en reparlerai tout à l'heure. Je n'en dis pas plus pour le moment au sujet des étoiles. Mais observez-les. Alors, il s'appelle Poulpre, mais il n'a pas osé mettre un poulpe quand même. Mais vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure, il n'y a pas de cafard, il n'y a pas de poulpe dans les armoiries. On ne met pas tous les animaux quand même. Alors, voilà, un exemple nîmois, c'est le premier, il y en aura d'autres. Un certain Jacques Rimaud, ou peut-être Raymond d'ailleurs, marchand bourgeois de la ville de Nîmes. Et vous voyez que ces armoiries montrent une sorte de chiffre 4. Et c'est en fait une marque de marchand. Alors vous avez peut-être lu le roman de Fred Vargas, Pars vite et reviens tard, non, ça vous dit quelque chose? Dans Pars vite et reviens tard, justement, il est question de cette marque qui est censée protéger de la peste. Alors j'ai publié tout récemment un article, en fait c'est une légende, voilà, ça ne protégeait pas spécialement de la peste. Et pour comprendre l'origine de cette marque, c'est en fait une marque pratique destinée à identifier les ballots. Alors quand vous regardez la série de marines de Joseph Vernet, vous savez que Joseph Vernet est un peintre spécialisé dans les marines, et quand on regarde de près les scènes, eh bien, on voit des commis qui sont en train de marquer les ballots. Oui, ici, là, alors, vous êtes devant me croire sur parole, je ne sais pas au fond si vous voyez bien, enfin, vous avez un commis qui a un pot ici avec de la poix, et puis qui est en train de peindre les marques sur les ballots, parce qu'ensuite ces ballots vont être transportés dans un autre port, et dans cet autre port, un marchand sait qu'il y aura tel ballot avec telle marque qui va venir de tel endroit, et puis ça sera de la laine ou que sais-je encore. Et ici, vous avez alors un commis qui est nettement moins occupé. Et puis, par contre, vous voyez que tous les ballots sont marqués avec des marques, dont certaines au chiffre 4. Alors très probablement, ce chiffre 4, si on cherche une origine, au fond, c'est peut-être tout simplement une croix tracée. C'est-à-dire qu'on voit ici le geste. Quand vous tracez une croix et puis que vous ne soulevez pas votre pinceau ou autre, ça vous fait un 4. Alors après, il est toujours possible d'ajouter les 4 saisons, les 4 éléments, tout ce que vous voulez. Pour un marchand, parler des 4 saisons ou des 4 chemins, ça a du sens, mais c'est venu après coup. C'est-à-dire que ce qu'il faut bien voir quand on travaille sur les symboles, c'est qu'assez souvent, vous avez une raison, enfin, une motivation de départ, et puis parfois elle se perd, ou alors elle s'enrichit d'autres significations, mais qui viennent a posteriori, qui sont des relectures. Donc ces marques au chiffre 4 sont très nombreuses, et là encore, elles sont intéressantes parce qu'elles montrent comment des groupes sociaux qui ne sont pas ceux pour lesquels les armoiries ont été créées, c'est-à-dire les armoiries n'ont pas été créées pour les marchands, mais des marchands suffisamment honorables ont jugé pertinent de mettre leur marque dans leur blason. Et on a comme ça plusieurs exemples assez prestigieux. Alors vous connaissez peut-être à Avignon la maison dite du 4 de chiffres.
qui est une magnifique demeure de la fin du XVe siècle. Alors, elle ne devrait pas s'appeler 4 de chiffres, parce que quand on regarde la marque, il n'y a pas de 4. Mais alors sur Internet, on vous dit, oh, on ne sait pas trop ce que c'est. Est-ce que c'est une marque d'architecte? Est-ce que c'est ceci, cela? C'est une marque de marchand. C'est vraiment le même type de graphisme. Donc vous avez toujours ce même système. Alors parfois vous avez en base un cœur, parfois vous avez une ancre, puisque les marchandises voyageaient beaucoup par flottaison, par navigation. Donc très souvent vous pouvez avoir une ancre dans la partie inférieure, un système de croix qui probablement explique pourquoi on a attribué à ces marques une valeur de protection contre la peste. Parce que tout simplement la croix est un symbole protecteur générique et donc protège de la peste comme protège des voleurs, etc. Donc cette marque au chiffre de 4 à Avignon. Et puis si vous trouvez qu'il y a trop de touristes à Avignon, vous pouvez aller à Vesoul. Il y aura beaucoup moins de touristes. Non mais je suis natif de Vesoul, alors c'est pour ça que je place Vesoul. Alors vous avez voulu voir Vesoul. Voilà. Alors, pourquoi je vous montre cette image de Vesoul? Là, vous avez la place du Palais de Justice, qui est une des places centrales de la vieille ville. Et puis, si vous regardez ici, vous avez un ensemble bâti de maisons qui sont des maisons de notables. On voit plus ou moins ici pierre de taille, le pignon particulièrement élevé. Alors ça, dans le bâti, c'est quelque chose... Alors, dans le sud de la France, c'est davantage peut-être le système des tours ou autre, mais ailleurs, dès que vous avez un pignon qui dépasse, qui est plus aigu que les autres, plus pointu, ça indique une maison de notable. Et puis souvent le contrôle des angles aussi. Les maisons aux angles sont souvent convoitées par les notables parce que ça permet vraiment de se positionner dans l'espace urbain. Et alors ce qui est vraiment intéressant, c'est que cette maison-ci, celle-ci, et puis une par ici, c'est le croquis qui est en haut, étaient ornées, enfin les deux, celles-là sont ornées, il y a un blason qui est là, un autre qui est ici, le troisième vient de cette maison-là, mais il était dans une cave, et vous avez à chaque fois des armoiries avec des marques de marchands. On est en plein centre-ville, dans un des endroits les plus prestigieux, et vous avez des armoiries qui ne sont pas des armoiries nobles, et qui ne sont pas des armoiries imitant les armoiries nobles. Vous n'avez pas de lion, vous n'avez pas d'aigle, vous n'avez pas de château, mais vous avez des marques de marchands. Et donc là, on a vraiment une forme presque de subversion, c'est-à-dire que vous avez des marchands qui s'accordent entre eux pour dire, voilà, c'est nous qui avons le pouvoir, et nos maisons qui sont les plus élevées et les plus belles sont également celles qui ont une emblématique de marchands. Et donc ici, on a une affirmation d'un pouvoir qui n'est pas un pouvoir aristocratique, mais qui est un pouvoir construit sur la réussite commerciale. Donc le fait que ces 3 maisons se soient accordées pour mettre en avant des armoiries, alors certains héraldistes vous diront, mais ce n'est pas des vraies armoiries. Alors moi, je ne sais pas trop ce que c'est qu'une vraie ou pas une vraie armoirie. Et ce que je constate, c'est que sur ces façades, vous avez ces écus-là, et que ce sont des armes qui disent, nous sommes des marchands, et nous ne prétendons pas être des nobles. Et donc là, on a vraiment un jeu d'affirmation du pouvoir. Ce qui est amusant aussi, c'est que très souvent, 1 ou 2 générations plus tard, ces marques, elles disparaissent. Si ces marchands s'enrichissent et achètent des seigneuries, à ce moment-là, ils passent aux lions, aux aigles et autres figures nobiliaires. Donc on voit bien, et ça c'est quelque chose de très important à mon avis, plutôt que de parler de symbolique du blason, je crois qu'il faut parler de communication visuelle. Qu'est-ce qu'on veut donner à voir? Qu'est-ce qu'on choisit dans le répertoire des figures qui existent pour se positionner socialement et pour affirmer sa prééminence? Ici, très clairement, ces marchands, de manière presque arrogante, en tous les cas, ils sont fiers de leur réussite sociale et ils s'affirment par des armoiries commerciales. Alors, revenons à Nîmes. Donc là, on est dans l'armorial général, donc sous le règne de Louis XIV. Alors, en haut, vous avez un certain Jacques Mourgue, qui était marchand de soie à Nîmes. Et on voit que lui, il a choisi l'encre. Je vous ai expliqué tout à l'heure que l'encre, c'est un symbole lié au commerce, puisque une grande partie du commerce se faisait par la navigation. Il est possible que les losanges dans la partie supérieure, mais là c'est purement une hypothèse, ce soient des carrés de soie. Mais ce n'est pas sûr, là pour le coup c'est juste une hypothèse. Par contre, ce qui me paraît intéressant de souligner, c'est que la communauté, la corporation des marchands drapiers de la ville de Nîmes avait dans ses armes un navire. Donc là encore, on est sur la symbolique commerciale. Je vous rappelle les armes de la ville de Paris aussi, qui comportent une nef avec la même symbolique, c'est-à-dire qu'au départ, c'est l'emblème de la corporation des marchands
de la ville de Paris. Et parmi ces riches familles marchandes, donc vous avez la famille Auvelier. J'en reparlerai tout à l'heure des Auveliers, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire à leur égard. Mais alors, on dit que ce sont des armoiries parlantes. Effectivement, Auvelier, Auvoilier, un voilier. Mais il était marchand de draps, donc il joue à la fois, les armoiries sont à la fois parlantes et allusives. Parlantes, elles évoquent le nom de famille, et allusives, la profession. Et puis pareil avec Jacques Novy, donc la famille Novy, une famille très riche de Nîmes, qui a un navire, référence à l'origine commerciale de leur richesse, et puis Novy, navire, donc vous avez aussi un jeu de mots, donc armoirie parlante et allusive. Donc vous voyez qu'il y a parfois plusieurs degrés d'interprétation par rapport aux armoiries, et à l'époque on est à l'aise avec ce genre de choses, parce que la religion chrétienne, on vous enseigne que, quand vous allez à la messe, que les écritures ont plusieurs sens. Hein, il y a un sens littéral, un sens symbolique, etc. Et donc, dans la culture de l'époque, on sait que les figures sont susceptibles d'être interprétées de plusieurs manières différentes. Et je dirais que pour l'héraldique, d'ailleurs, pour les armoiries, la capacité à proposer ou à suggérer, ce qui est encore mieux, à suggérer des lectures différentes et étagées, c'est une forme de distinction sociale. C'est-à-dire que si vous êtes forgeron puis que vous avez une enclume, ok, je suis forgeron, j'ai une enclume, c'est basique, mais si vous choisissez quelque chose d'un peu plus élaboré, avec une symbolique plus riche, par exemple l'encre ici, dans la religion chrétienne, c'est le symbole de l'espérance. Donc vous avez une symbolique un peu plus élaborée. Et donc vous avez comme ça des familles qui vont jouer avec, je dirais, différents menus de symboles pour donner à voir leur distinction. Alors un exemple qui me paraît particulièrement riche, alors là, on va au Mans. Et donc, je vous montre ici l'ex-libris de Jean-Baptiste-Henri Michel, le prince d'Ardennais. Alors, la famille Le Prince, c'est une famille du Mans qui s'est enrichie en fabriquant de la cire et des chandelles. Et leurs armoiries, c'est la reine des abeilles avec les autres abeilles autour, sur un champ d'azur. Alors évidemment, quand on s'appelle Le Prince, alors, il faut savoir que dans la pensée ancienne, on ne parlait pas de la reine des abeilles, mais du roi des abeilles. Oui, société patriarcale, donc voilà, on n'imaginait pas que ce soit une reine, c'était un roi. Donc bon, ici vous avez le prince, vous avez donc le roi des abeilles, et puis autour vous avez les autres petites abeilles. Donc des armoiries qui sont parlantes, le prince, prince des abeilles. Le choix, alors on aurait pu choisir un lion comme symbole du prince ou du roi, mais là évidemment on choisit les abeilles pour évoquer la production de cire. C'est évident. Et puis une devise, donc, alors, gens sub principe tuta, qu'on peut traduire par la nation ou le peuple sous la protection du prince, et qui évoque le fait que dans cette famille, on sert le roi, donc le roi des abeilles, puisque le père de ce Jean-Baptiste-Henri Michel, le prince d'Ardennais, était secrétaire du roi, et puis lui-même était avocat au Parlement. Et donc on a bien ici plusieurs niveaux de lecture. On voit que c'est une famille, alors c'est une famille extrêmement riche, et donc on voit bien ici que les armoiries se prêtent à différents degrés d'interprétation. Et vous le constaterez, il n'y a pas d'ésotérisme là-dedans. Là, on n'est pas dans des choses qui sont mystérieuses, ésotériques, mais qui sont plutôt de l'ordre de la subtilité et encore de la communication visuelle. Alors, je vous parlais tout à l'heure des cachets. Ici, vous avez un cachet à 3 têtes. C'est-à-dire qu'en fait, ça c'est pas très connu, mais je ne sais pas si parmi vous, il y en a qui ont travaillé déjà sur les archives des marchands, et on se rend compte que selon à qui ils écrivaient, eh bien, ils ne se servaient pas forcément du même cachet. Donc il y avait par exemple pour les affaires commerciales, donc une tête avec la marque, comme je vous ai montré tout à l'heure, l'espèce de chiffre 4 avec des initiales ou autres. Et puis, à côté de ça, quand on écrit à son cousin qui est avocat au Parlement, ou à la famille ou autre, c'est plutôt les armoiries. Et puis, quand on écrit à sa bien-aimée, il y a un petit cœur ou un petit cupidon, ou ces choses-là. Et donc, ça nous rappelle que finalement, on ne se réduit pas à une seule identité, et que l'emblématique peut être adapté en fonction des circonstances, selon qu'on est en affaires, selon qu'on est en amour, selon qu'on est en famille, eh bien, on n'utilise pas le même set d'emblèmes. Et à l'époque, on le savait très bien puisqu'on proposait des matrices de sceaux avec plusieurs têtes et on choisissait en fonction des circonstances
la tête qu'on allait utiliser. Alors ça, c'est un modèle particulièrement luxueux. Dans d'autres cas, certains avaient simplement 3 cachets différents, et puis ils s'en servaient selon les circonstances. Mais c'est toujours à garder à l'esprit, cette souplesse. Alors, tout à l'heure, je vous ai parlé du moment social, c'est-à-dire du moment où une famille, finalement, qui n'avait pas d'armoirie, va en adopter. Très souvent, ça se passe en plusieurs étapes. Et ça a été un petit peu une des découvertes lorsque je faisais ma thèse sur la symbolique du cœur. Bon, j'ai beaucoup travaillé sur les linteaux de porte, et puis on a beaucoup de linteaux de porte où il y a des cœurs, des croix, des initiales, ce genre de choses. Et puis, c'est parfois dans des écussons, comme celui que je vous ai mis à gauche, donc à Vieux-Sang dans l'Hérault. Vous savez, cet écusson dans le village. Alors, ce n'est pas des armoiries. Ceux qui font de l'héraldique disent « Ah, ce n'est pas des armoiries, ce n'est pas un vrai blason, cachez-moi cette horreur ». Sauf que d'un point de vue historique, c'est très intéressant. C'est un notaire. Donc, dans le village, c'est quand même pas n'importe qui. Mais pourtant, il n'a pas osé franchir le pas. Donc, il n'a pas des vraies armoiries, mais c'est quand même un notable. L'écusson en question, il est au-dessus d'une belle porte de taille, en pierre de taille. Donc, alors, il y a ses initiales, Pierre Catala. Et puis, si vous regardez bien, il y a 2 cœurs, une étoile, un petit croissant ici, et puis 3 croix en haut. Vous retenez bien ça pour la suite. Ce n'est pas des vraies armoiries, mais on a quand même l'impression que c'est le couple qui se voue à Dieu d'une certaine manière. Parce qu'il y a les croix en haut, il y a les initiales, il y a 2 cœurs, il y a ce petit croissant ici, peut-être pour l'élévation. Bon. Mais c'est toujours facile de faire dire les choses aux pierres. Ce n'est pas elles qui vont vous répondre. Donc, je pose ça avec des points d'interrogation. Ce qui est vraiment intéressant, c'est que 3 générations plus tard, dans le même village, alors est-ce que c'est le petit-fils ou le petit-neveu, on ne sait pas trop, mais vous avez Jean Gaspard, alors il ne s'appelle plus Catala, mais de Catala, et en passant, il a rajouté une petite particule devant son nom, c'est plus chic. Il a acheté un petit morceau de la seigneurie, en haut du village de Vieux-Sang, il y a une vieille tour carrée, il l'a acheté, donc il peut se dire co-seigneur, et lui, pour le coup, comme il est co-seigneur, lui, il passe au blason. Alors, il passe au blason. Il n'a pas du tout repris ce qu'avait imaginé son grand-père ou grand-oncle, mais il s'est dit, puisque je suis seigneur, ben, je vais prendre le lion, c'est le roi des animaux, l'arbre, c'est un chêne. Le chêne, c'est le roi des arbres, c'est le plus fort. Et puis, à nouveau, les 3 étoiles dans la partie supérieure, on les avait déjà vues tout à l'heure, je vais en reparler bientôt. Mais là, c'est vraiment quelque chose de passionnant quand on s'intéresse aux armoiries, à ces questions de communication visuelle et donc de symbolique, c'est de voir comment finalement tout ça évolue. Quand on consulte les recueils d'armoiries, souvent, il n'y a qu'une seule version, la dernière. Et puis on a un peu l'idée que c'est la vraie. Mais quand on creuse, quand on prend génération par génération, on se rend compte que très souvent, il y a eu 2 ou 3 étapes précédentes, et à chaque fois, il y a des ajustements. Parce que si la famille réussit, on ajuste les choses, on améliore, on essaie d'avoir un blason qui a un peu plus d'allure. Puis si on monte en ville, là, il faut aussi que ce soit un peu plus soigné, etc. Donc il y a vraiment des stratégies comme ça, faire appel à une symbolique plus élaborée, à de meilleurs artisans, parce que ça c'est quand même assez maladroit aussi, il faut le dire, c'est quand même pas, c'est pas un grand artiste qui a réalisé ça. Donc l'exécution joue aussi. Alors ça c'est la pierre de Rosette. Alors vous allez dire, qu'est-ce qu'il raconte? Non, mais c'est cette pierre-là qui m'a permis de comprendre plein de choses. C'est-à-dire que quand vous faites de la recherche, parfois vous tombez sur un document et soudain tout s'éclaire. Donc pendant des années, j'étais dans l'obscurité, je me disais, mais les blasons ont une signification ou pas, j'en sais rien, je ne vois pas clair. Et puis un jour, on me transmet cette pierre. Alors c'est encore en Haute-Saône, Vesoul c'est en Haute-Saône, puis comme je suis de Haute-Saône, on me dit, t'as vu cette pierre? Alors c'est quoi cette pierre? Donc c'est une pierre de fondation au-dessus d'une porte. Et vous avez alors les initiales du couple propriétaire, donc FD, ALB. Tiens, le petit croissant comme chez Pierre Catala. 2 étoiles, il y en a une qui a disparu, l'autre elle était simplement peinte. Ça c'est quelque chose qu'on oublie souvent, c'est que souvent ces décors ils étaient peints. Et puis vous avez un cœur avec IHS, donc Jesus Hominem Salvator, donc Jésus sauveur des hommes. En haut, gloire, louange à Dieu, laus Deo, et puis Deus dat quibus vult. Dieu donne à qui il veut. Alors, Dieu donne à qui il veut, quand vous avez comme ça une maison assez soignée, c'est quand même une devise assez extraordinaire, un peu culottée, parce que ça veut dire en gros, si je suis riche, c'est parce que Dieu l'a voulu, donc que les envieux se taisent,
c'est une justification des inégalités sociales, puisque les inégalités sociales résultent de la volonté divine, donc on n'a pas à les discuter. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est cet axe. C'est-à-dire que vous avez un couple. Le croissant, à l'évidence, c'est pour l'élévation. Normalement, un croissant de lune, ça n'a pas les cornes en tête comme ça. C'est l'élévation vers Dieu, louange à Dieu. Et puis, en retour, Dieu donne à qui il veut. Autrement dit, c'est une pierre votive. Les propriétaires, le couple, se voue à Dieu, il rend gloire à Dieu, et celui qui bénit le nom de Dieu est béni en retour. Et je renvoie aussi également aux travaux de Marcel Mauss, le don et le contre-don. Vous savez que dans les sociétés traditionnelles, on donne pour recevoir et on reçoit pour donner. Ça va ensemble. Et donc, il y a l'idée, et qui est très fréquente dans l'iconographie aussi, des linteaux de porte. On met une petite croix, on met un cœur pour dire on se voue à Dieu, mais Dieu ne nous oublie pas. Donc il faut qu'il y ait des enfants dans cette maison. Il ne faut pas qu'il y ait le feu, il ne faut pas qu'on tombe malade. Et puis il faut que dans 3 générations, puis dans 8 générations, on soit toujours là. C'est cette prière-là, c'est des prières de pierre. Et alors je vois ça, puis je me dis, mais ça ressemble quand même à des choses que j'ai vues sur des blasons, cette pierre-là. Est-ce qu'on peut passer de cette pierre votive à une interprétation qui fonctionnerait pour l'héraldique? Eh bien, la réponse est oui. Alors, là, on est dans les montagnes du Haut-Doubs. C'est une grosse ferme, mais c'est une maison de notaire qui a été édifiée à la fin du XVIIe siècle. Donc là, pour le coup, il n'y a pas vraiment de distinction entre la partie agricole et puis la partie notariale, c'est vraiment tout. Mais elle est grosse, donc on sent quand même que c'est quelqu'un qui a de l'argent. Il faut rentrer pour y voir un peu plus clair, ça, si j'ose dire. Alors, à l'intérieur du conduit de cheminée, vous avez, alors, c'est étroit, donc la photo est tordue. Les initiales, donc Pierre Parnin dit Mossard, la date ici, 1662, et un petit cœur. Ce n'est pas des armoiries, c'est simplement, voilà, on construit la maison, on met une pierre avec la date, et puis le petit cœur dans la trotte de cheminée, dans le conduit de cheminée, à la base, il va monter vers Dieu, donc c'est une manière de dire « je donne mon cœur à Dieu ». C'est très rudimentaire, c'est pas des armoiries. Mais, si on sort, juste en face de la maison, à gauche sur la photo, vous avez le grenier fort. Alors, dans les endroits où les maisons brûlent souvent, en montagne notamment, on construit des greniers à l'écart, et dans ces greniers, on met tout ce qui est précieux. Donc on met du grain, on met les papiers de famille. Et donc, ce notaire Pierre Parnin, il fait construire ce grenier en bois. Alors, c'est un signe extérieur de richesse, parce que quand vous avez un gros grenier à côté de chez vous, en plus bien assemblé, ça veut quand même dire que vous avez du bien. Et quand vous poussez la porte à l'intérieur, vous avez un petit écusson, Dieu soit béni, et on voit bien la formule, c'est-à-dire que vous avez les initiales, la bénédiction, et puis vous avez les 2 croissants et les étoiles qui s'élèvent vers Dieu. Donc, on bénit Dieu pour qu'en retour, il protège le grenier, il protège les biens, il protège la famille. Et là encore, ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas encore de vraies armoiries. Dans les vraies armoiries, normalement, il n'y a pas d'initiales, il n'y a pas des petits points comme ça. Donc on est dans une sorte de formule mixte. Le notaire est un notable, donc il est tenté par mettre quelque chose qui ressemble à un blason au-dessus de la porte de son grenier, parce que quand même c'est un notable, il a du bien. Mais on est encore dans une formule qui est une invocation. Moi, Pierre Parnin, je veux que Dieu bénisse ma maison, enfin je bénis Dieu pour qu'en retour il bénisse mes biens. Et là où c'est intéressant, c'est que son fils, qui est aussi notaire, lui il franchit le pas, et donc il adopte de vraies armoiries, et ces vraies armoiries, c'est bien l'étape suivante. Alors l'étape 1, vous vous souvenez, c'est le petit écusson avec le cœur. L'étape 2, c'est les initiales qui sont élevées vers le nom de Jésus qui est dans la partie supérieure. Puis l'étape 3, ici, des armoiries en bonne et due forme, mais qui sont vraiment les héritières de cette composition, donc d'élévation vers Dieu. Et ça ressemble quand même bigrement à ce qu'avait fait Pierre Catala. Donc à Vieux-Sang, on a bien le petit croissant qui élève les initiales, et puis donc le nom qui s'élève vers Dieu, et donc cette dimension votive. Et alors, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on retrouve ça ailleurs. Et ce qui est fascinant, c'est qu'on retrouve ça dans des endroits qui sont très très loin les uns des autres.
Ça veut dire qu'à des centaines de kilomètres de distance, vous avez des personnes qui ne se connaissent pas, mais qui utilisent les mêmes signes pour exprimer les mêmes choses. Alors, ici, je vous ai mis une page de l'armorial général pour la partie bretonne. Et si vous regardez tout en haut et tout en bas, vous avez bien ce schéma d'un cœur qui monte, votif. Alors, en haut, il monte vers le ciel, donc probablement voué à Dieu, voué au ciel. La rose, qu'est-ce que ça peut vouloir dire que monter vers la rose? Je pense qu'il faut penser à la dévotion au rosaire. Et là encore, on n'est pas dans une interprétation ésotérique. Dans n'importe quelle église de village, enfin dans beaucoup d'églises de village en tous les cas, on prie le rosaire, donc faire l'association entre la rose, le rosaire, la Vierge Marie, et le fait de faire monter son cœur vers la Vierge, ça ne me paraît pas une interprétation échevelée. Et puis à droite, vous avez un écu qui confirme véritablement. Alors vous avez à nouveau un notaire dans le Haut-Doubs qui s'appelle Pierre Lambert. Alors vous avez le croissant, le cœur et une croix qui ressemble à une croix de procession. Donc si mon hypothèse tient, Pierre Lambert voue son cœur à la Sainte Croix, et dans le village, il a effectivement fondé une chapelle en l'honneur de la Sainte Croix. Donc ça colle. Alors, puisqu'on est à Nîmes, je me dis, est-ce que par ici, il y a des choses comme ça? Mais oui, il y en a aussi. En haut, vous avez les armoiries de Pierre Guiraud, docteur et avocat de la ville de Nîmes, et on retrouve le cœur. Alors, les armoiries sont intéressantes ici parce qu'il ne voulait pas qu'on pense que ce soit un cœur amoureux, donc il a mis fidé, par la foi, comme ça, parce que vous savez que la symbolique du cœur, il y a une symbolique profane et puis une symbolique spirituelle. Lui, il voulait être sûr que ce soit bien interprété comme un cœur spirituel, donc par la foi, mon cœur s'élève vers donc ce bandeau avec ces 3 étoiles. Alors, pareil, je pense qu'il n'est pas audacieux d'affirmer que ce bandeau avec ces étoiles, ça représente le ciel. Pourquoi? Alors d'abord, statistiquement, quand on regarde ces bandeaux qu'on appelle des chefs en héraldique, moi j'aime bien faire des statistiques. Donc quand je regarde ce qu'il y a sur ces bandeaux, statistiquement, c'est soit des astres, soit des oiseaux. On peut donc en conclure raisonnablement que ça représente le ciel. Et puis, si on regarde les couleurs, alors ici, il se trouve que le bandeau est rouge, mais sinon, statistiquement, c'est quand même très souvent du bleu. Donc ici, je vous ai mis un autre exemple nîmois. Donc, une famille Bauchier, et vous avez donc un bosquet d'arbres, donc armoirie parlante, à nouveau, sous un ciel étoilé. Donc, probablement l'inspiration divine, la protection divine. Ici, autre exemple, Pierre de Gras, marchand de Nîmes. Alors, la définition du blason nous apprend que c'est un oiseau qui s'appelle un grasset. Et donc, les armoiries représentent cet oiseau qui, à nouveau, alors vous avez à nouveau le croissant dans la partie inférieure, et puis l'élévation vers le ciel. Et on va retrouver des déclinaisons de cette formule extrêmement nombreuses au XVIIe siècle. C'est ça qui est assez fascinant. Alors, je vais vous montrer comme ça plusieurs pages. Voilà, toujours à Nîmes. En haut, vous avez le modèle générique, où cette fois-ci, c'est plus alors le croissant, il a été basculé dans la partie supérieure. Et puis, vous avez un chevron, qui est une pointe. Et vous avez plusieurs blasons familiaux qui sont construits avec un emblème parlant. Alors ici, famille Poustoli ou Poussoli. Le blasonnement dit que c'est un pain, en tout cas, c'est quelque chose qui pousse. C'est sous la pointe et ça s'élève vers le ciel. Ici, vous avez une famille Jordan. C'est les eaux du Jourdain. À nouveau sous le chevron et qui s'élève vers le ciel. Et je vais vous en montrer d'autres parce que, une fois qu'on tire le fil, il y a vraiment beaucoup de choses qui viennent. En haut, alors Louis-Paul, il faut le savoir, c'est des poules. Alors vous avez les poules, il n'a pas mis une poule en bas, mais il a mis une rose en bas. Bon, il y a quand même le chevron pour l'élévation et à nouveau le ciel. Ici, un certain Joseph Bédouard. Alors, on est toujours à Nîmes, marchand de drapier. Alors l'oiseau, dans le texte, on nous dit que c'est un bédot. Alors je ne sais pas ce que c'est comme oiseau qu'un bédot. J'ai cherché, je n'ai pas trouvé. S'il y a des ornithologues dans la salle. Alors bédot, oui, je vois des étudiants qui ricanent au fond quand on parle de bédot, mais ce n'est pas celui-là. Non, mais c'est un oiseau, il y a un bec. Hein. Bon, toujours est-il qu'il y a toujours cette formule de la figure parlante sous la pointe et qui s'élève à nouveau. Vous remarquerez ici, vous avez 2 marchands drapiers qui ont finalement des armoiries presque identiques. Et là, c'est un phénomène qu'on appelle la similarisation, c'est-à-dire qu'en gros, quand vous appartenez à un groupe social, vous allez avoir tendance à adopter des armoiries qui ressemblent à ceux
qui sont du même groupe que vous. Et donc là, alors, je ne sais pas lequel des deux a eu l'idée en premier, mais clairement, enfin, ces armoiries-là, elles sont calquées. Il y en a un des deux qui a copié sur l'autre. Donc on a comme ça des phénomènes qui sont des phénomènes de mode, d'influence sociale, dans les deux cas des marchands drapiers, qui ont presque les mêmes armoiries. Alors, en haut, un autre exemple pris à Narbonne cette fois-ci, vous avez une petite colombe qui s'élève à nouveau vers le ciel. Alors, il s'appelle Privat. C'est quoi le rapport? Eh bien, en ancien français, privé, ça veut dire domestique, un animal domestique. La colombe, le pigeon, c'est un oiseau domestique. Et d'ailleurs, à Nîmes, sur le même principe, vous avez un oiseau domestiqué sur une main, et il s'appelle Privat aussi. Donc, on voit bien ici le rapprochement qui a été fait. En haut, toujours avec cette idée d'élévation. Alors, par rapport à l'élévation, ce qu'il faut dire, bon, l'explication que je vous ai donnée, qui est à mon avis structurante, c'est le fait de se vouer à Dieu pour obtenir de Dieu la bénédiction de la famille. Mais on peut le voir aussi d'une manière plus générale et plus laïque comme une image de l'ascension sociale. C'est-à-dire que si on accepte l'idée que les armoiries sont adoptées à un moment où la famille se trouve, pense qu'elle est en état d'avoir des armoiries justement parce qu'elle a réussi socialement, eh bien au fond, ces armoiries elles-mêmes expriment cette élévation. Donc on peut avoir une lecture religieuse, mais on peut avoir aussi une lecture extrêmement profane. Il dit voilà, je tiens le haut du panier justement, je m'élève par rapport aux autres, et donc mes armoiries figurent cette élévation. Et alors ce qui est intéressant, c'est quand on compare avec les armoiries dans le monde germanique, il y a très peu de chevrons, mais vous avez la figure parlante qui est placée sur un monticule. Donc c'est bien quand même la même idée aussi d'élévation. Si on parle d'élite, les élites, c'est ceux qui se considèrent comme étant au-dessus des autres. Et finalement, ces armoiries, elles expriment plutôt bien cette idée d'élévation, être au-dessus des autres. Mais comme on a toujours peur que Dieu retire ce qu'il a donné, eh bien, on se place sous la protection divine. Et puis, il est très certain que d'une famille à l'autre, certaines familles plus religieuses vont mettre en avant l'aspect spirituel, et puis d'autres moins croyantes vont plutôt mettre en avant l'aspect simplement social. Alors ça, on ne peut pas toujours cerner au cas par cas. Ici, j'ai à nouveau décliné le thème des oiseaux, ce qui me paraissait intéressant. Alors déjà, à Nîmes, il y a beaucoup d'oiseaux dans l'héraldique. Alors il y a peut-être des pistes, je ne sais pas pourquoi. J'ai l'impression qu'il y en a un peu plus qu'ailleurs. Il faudrait faire des recherches, je n'ai pas l'explication. Par contre, ce qui est certain, c'est que au Moyen-Âge, le répertoire des animaux est extrêmement limité. Si vous prenez les armoiries du XIIe, XIIIe, XIVe siècle, en général, vous avez des lions pleins, des aigles, quelques autres bêtes sauvages, quelques loups, quelques sangliers, et puis pas grand-chose d'autre. Et on se rend compte que lorsque les armoiries quittent le champ de la noblesse pour des familles notables, les animaux se diversifient. Alors, pour des raisons d'abord de signalétique évidente, c'est-à-dire qu'il faut se distinguer des autres. Donc, si les lions sont déjà pris, il faut prendre autre chose. Et puis, il y a aussi l'idée que les animaux symbolisent des valeurs. Qu'on soit noble et qu'on prenne un lion ou une aigle, puisqu'en héraldique, aigle est de genre féminin, c'est assez logique, c'est roi des animaux, animal belliqueux, donc finalement l'animal correspond à la valeur portée par la noblesse de courage et de prééminence sociale. La diversification, c'est aussi une diversification des valeurs symboliques. Si vous êtes un prêtre du XVe siècle et que vous adoptez une colombe, vous vous positionnez symboliquement comme celui qui, au sein de la société, apporte la paix. Si vous adoptez le pélican, qui est le symbole de la charité, eh bien, là encore, vous apportez des valeurs qui vont contribuer à nuancer la hiérarchie sociale. La hiérarchie sociale et la valeur au sein de la société ne se mesurent pas uniquement en termes de valeurs guerrières, mais d'autres groupes sociaux vont apporter au bon fonctionnement de la société des valeurs de paix, de conciliation. Ici, je vous ai mis deux exemples qui associent la colombe et le serpent. Alors ça renvoie aux évangiles, puisque Jésus a donné comme conseil à ses apôtres d'être prudents comme les serpents et puis candides comme les colombes, et vous avez donc des armoiries qui reprennent cette association des deux. Et donc vous avez beaucoup d'hommes de loi qui prennent des serpents dans leurs armoiries, non pas comme symbole du mal, mais comme symbole de la prudence. Et donc même le serpent, qui peut être un symbole a priori négatif,
possède, y compris bibliquement, une symbolique qui peut être positive, et puis l'idée que la prudence, finalement, c'est utile en société. Et donc, la diversification de la faune héraldique, c'est aussi une diversification des valeurs qui sont sous-tendues par ces animaux, et donc l'idée, finalement, qu'il n'y a pas que la noblesse qui est légitime pour exercer le pouvoir, mais d'autres groupes sociaux, des bourgeois prudents, des religieux charitables, par les animaux qu'ils choisissent, vont apporter aussi des valeurs utiles au fonctionnement de la société. Alors, ici, je vous ai mis des exemples un peu plus ambigus, mais amusants. En haut, Jean Martin, bourgeois de la ville de Nîmes, alors il a mis un martinet dans ses armoiries. Dans la partie supérieure, il y a le martinet, mais il s'est dit quand même, c'est un petit oiseau, donc je vais quand même mettre un lion pour contrebalancer. Et alors, ce qui est vraiment amusant avec cet exemple, c'est qu'on en connaît un autre qui est documenté. Au XVIIIe siècle, dans le nord de la France, vous avez une famille Leroy, et puis les premières armoiries de cette famille Leroy, c'était un roitelet sur un gros arbre. Et puis, il y a un contemporain pas très charitable qui s'est un peu moqué de lui en disant, oui, alors le roi, au début, il avait mis un roitelet sur son arbre, et puis finalement, il s'est rendu compte que ce n'était pas suffisamment bien pour lui, puis il l'a abandonné pour un lion. Donc, on a le témoignage, on l'a. Et donc, ça prouve bien, finalement, que les animaux qui étaient choisis disaient quelque chose sur la place des possesseurs dans la société. Et donc là, Martin, il s'est dit, non, mais si je mets des martinets dans mon blason, personne ne va me prendre au sérieux. Donc, je vais en mettre un quand même, parce que je m'appelle Martin, donc on se souviendra que c'est moi, mais je vais quand même mettre un lion à côté pour rééquilibrer les choses, pour en imposer un peu. Ici, même exemple, Pierre Gauthier à Sommières. Alors, armoirie parlante, parce que en occitan, Galles ou Gaule, c'est le coq, latin Gallus. Et puis, pareil, il s'est dit, bon, le coq, c'est peut-être pas suffisamment, ça inspire pas forcément suffisamment le respect, donc je vais quand même mettre un lion à côté, comme ça, au moins, j'en imposerai un peu plus. Donc, on est bien dans de la communication visuelle. Très souvent, ce sont des familles ou des particuliers qui avaient des responsabilités, il faut en imposer. Donc, il faut des animaux qui disent un petit peu l'autorité par rapport aux autres. Alors, ici, je vais passer un petit peu plus rapidement. Sur la page de gauche, donc l'influence des armoiries nobles sur les armoiries non nobles. Donc voilà, des lions, des figures géométriques, j'en ai très peu parlé, mais beaucoup des premières armoiries étaient composées de figures géométriques. Et donc, dans l'imaginaire, avoir des armoiries qui font nobles, on met une ou deux pièces géométriques et puis on rajoute des lions, des étoiles ou autres, donc ça fait partie un petit peu des ingrédients. Et puis quand même, 2 et 1 et de l'azur, comme les armoiries des rois de France. Alors là, il s'appelle Jean Jonquet, bourgeois de Nîmes. Alors il a mis 3 jonquilles, mais il les a positionnées comme les armoiries des rois de France. Et là encore, on a un témoignage écrit. C'est ça qui est vraiment intéressant, parce que s'il n'y a pas les témoignages écrits, on peut construire beaucoup de choses. Mais La Bruyère, qui était finalement un satiriste, il a dressé un portrait imaginaire d'un faux noble, d'un bourgeois, un bourgeois gentilhomme finalement, et il se moque de lui en disant, voilà, il porte 3 figures en champ d'azur, comme les rois de France, et il en est très content. Et donc il se moque de lui, il développe tout un petit paragraphe, un petit peu acidulé, sur tous ces bourgeois qui ont des armoiries qui sont calquées sur celles des rois de France, en disant, voilà, c'est un peu prétentieux, c'est un peu ridicule, mais ça existe en vrai. Et Jean Jonquet trouvait sans doute que c'était très très chic d'avoir ces 3 jonquilles, 2 en haut, 1 en bas, sur un champ d'azur, comme les rois de France. Alors, je vous parlais tout à l'heure des armoiries parlantes, et puis il y en a qui sont très très gênés, parce que en haut, vous avez Louis Fabre. Donc Fabre, le forgeron. En bas, Lefebvre. Pareil, forgeron. Alors, eux, ils n'ont pas voulu d'enclume, de fer à cheval ou autre. Le premier, conseiller du roi, juge magistrat au siège présidial de Nîmes, donc c'est quelqu'un d'important. Donc, pas d'allusion à la métallurgie, sauf peut-être, si vous regardez à gauche et à droite de l'aigle, vous avez 2 espèces de petits symboles, c'est ce qu'on appelle des anilles. Les anilles, c'est la pièce métallique dans les moulins. Vous avez la partie tournante et puis la partie dormante, et l'arbre qui est fiché dedans, il est maintenu dans la meule par une pièce métallique qui s'appelle l'anille. C'est le seul petit morceau de métal qui peut éventuellement évoquer le métier du fabre. C'est très discret. À côté de ça, vous avez l'aigle, à nouveau de l'azur, etc. Et en bas, pareil, Pierre Lefebvre, un lion sous un chevron qui s'élève en direction du soleil. C'est très snob, finalement. En tous les cas, dans les 2 cas,
Et il y a plein d'autres exemples analogues. On ne veut surtout pas rappeler que l'ancêtre était forgeron. Donc les armoiries, elles servent un petit peu à brouiller les pistes finalement. Ah, la famille Auvelier. Alors la famille Auvelier, eux, ils s'intéressent beaucoup à l'héraldique parce que c'est une famille qui brasse beaucoup d'argent. À Nîmes, alors ils ont été à l'origine d'une faillite retentissante, ils ont ruiné pas mal de familles dans la région, d'après ce que j'ai compris. Je crois que c'est un petit peu les Bernard Tapie de l'époque. Donc voilà. Bon. Et donc, ils se servent des armoiries comme moyen de communication visuelle. Alors, parmi les versions anciennes, la version la plus ancienne qu'on connaisse, il y en aurait d'autres, il y a vraiment une enquête à faire. Il y a un dossier aux archives départementales du Gard, il faudrait tout reprendre, tout éplucher. Il y a une enquête à mener pour voir comment cette famille utilise les armoiries à des fins de communication, pour en imposer, peut-être pour inspirer confiance, et puis aussi pour occuper les meilleures places à Nîmes. Donc, premières armoiries, donc armoirie parlante, j'en ai parlé tout à l'heure, un voilier, auvelier, allusion probable, il est marchand drapier. Il n'est pas écuyer ni noble, vous remarquez bien. Marchand drapier, donc un navire qui est avec un pilote. Bon. Pierre Auvelier, alors déjà le navire, il change de gabarit, vous avez un fameux 3-mâts, et puis il rajoute aigle, étoile, croissant. Alors, est-ce que c'est les armoiries de son épouse? Normalement, quand c'est coupé en deux comme ça, à gauche c'est l'époux, à droite c'est l'épouse. Bon, là, il faudrait faire des petites recherches généalogiques. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est que, allez, à peine 10 ans plus tard, on passe à ça. Oui, c'était celle qui était sur l'affiche. Alors, quand même. Donc, au départ, des marchands de draps. Alors, marchands de draps à Nîmes, ça veut dire qu'ils ont quand même de l'argent. Mais, bon. Et là, soudain, là, vous avez des armoiries dignes d'un comte ou d'un baron. Donc, vous avez l'écu. Alors, vous remarquerez que l'aigle, qui était sur le côté à droite, elle est passée dans ce qu'on appelle le chef de l'écu. Alors ça, ce n'est pas un hasard. C'est les couleurs du Saint-Empire romain germanique. Et dans le Saint-Empire romain germanique, les familles anoblies, elles avaient le droit de mettre un bandeau avec l'aigle du Saint-Empire. Donc, je les soupçonne de se faire passer pour des anoblis. Je les soupçonne d'autant plus qu'ils ont désormais un heaume de face qui est normalement un heaume noble. Alors, il y a les sirènes à gauche et à droite. Bon, ce n'est pas spécialement un attribut nobiliaire, mais enfin, quand vous avez l'écu, le heaume de face, avec le cimier, c'est-à-dire le petit pilote qui pilotait le navire, il est en haut maintenant, puis il tient une banderole, puis il y a une devise. Et si vous regardez ici, vous avez une sorte de socle avec des coraux et des coquillages. Et ce même Pierre Auvelier, il fait frapper des médailles avec les armoiries, et au revers, les coraux et les coquillages. Alors, je ne sais pas exactement pourquoi il a fait tout ça. En tous les cas, il voulait vraiment impressionner la galerie. Parce que, alors, vous remarquez la qualité de l'exécution. Le jeton ici, il est remarquablement gravé. C'est le fait de mettre des emblèmes derrière, qui sont ceux qu'on retrouve ici. Il a fait appel à un professionnel. Ça fait presque penser à l'emblématique de Jacques Coeur au niveau de l'élaboration. Donc, est-ce qu'il se pensait comme une sorte de Jacques Coeur de Nîmes? Ce n'est pas impossible. Vous avez ici la description en langage héraldique extrêmement précise. Ça veut dire qu'il s'est adressé à un professionnel. Donc, en gros, il a embauché une agence de com, comme on dirait aujourd'hui, pour mettre le paquet visuellement, pour en impressionner. Je ne sais pas trop pourquoi, enfin je sais pourquoi. C'est une histoire de sous, parce qu'il a prêté beaucoup, il a ruiné des gens. Clairement, il voulait en imposer, mais le dossier est passionnant, il faudrait vraiment mettre le nez dedans pour voir tous les tenants et les aboutissants. Mais comme quoi, l'héraldique, ça peut vraiment ouvrir des portes ou suggérer des choses passionnantes. En plus, c'est beau. Et puis, là, il y a la version encore plus prétentieuse. Alors, le pénon généalogique. Alors normalement, les pénons généalogiques, c'est des grandes familles nobles qui font des grands écus où ils mettent tous leurs ancêtres vaillants, prestigieux, parce que forcément, quand on est noble, on n'a que des ancêtres prestigieux. Et donc, famille de marchands de draps au départ. Ils font réaliser cet écu avec les armoiries des familles qui sont alliées ou dont ils descendent. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Il y a sûrement les deux. Parce que, on est quelques-uns à travailler sur les faussaires.
Alors, les faussaires héraldiques et généalogiques, ça existe depuis très très longtemps. Au XVIe siècle, en Espagne ou au Royaume-Uni, enfin en Angleterre, vous pouvez vous acheter vos ancêtres, hein, vous allez voir le héros d'armes, vous mettez une bourse sur la table, il faut qu'il y ait beaucoup d'argent dedans, qu'elle soit bien lourde, et puis vous repartez avec des certificats de noblesse, des arbres généalogiques avec tous les ancêtres que vous voulez. Les cas de corruption de héros d'armes au XVIe siècle en Angleterre et en Espagne, c'est documenté. Au XVIIe, on a des réseaux de faussaires, ils sont plusieurs, ils trafiquent des chartes, ils achètent des vrais documents, ils les maquillent, ils les revendent, soit à des clients naïfs, soit à des clients pas naïfs, et qui savent très très bien ce qu'ils font et à qui ils s'adressent. Et alors là, ce qui est absolument remarquable, alors vous avez donc les ancêtres réels et supposés, et puis au milieu, hein, vous avez 3 petits écussons, 1, 2, 3. Vous avez les armoiries pleines, et puis ici vous regardez, il y a un petit truc rouge en haut de l'aigle, qu'on appelle un lambel, et là vous avez une bordure. Normalement, c'est dans la haute noblesse qu'on fait ça. C'est-à-dire, les princes de sang en France, effectivement, vous avez les 3 fleurs de lys simples, et puis si vous êtes une branche cadette, un Valois ou autre, vous rajoutez une bordure ou un lambel, etc. Il n'y a que la haute noblesse qui fait ça. Eux, descendants de marchands de draps, ils vont adopter cette codification de la haute noblesse. Donc là, vraiment, ils franchissent un pas supplémentaire. Je ne sais pas comment tout ça a fini, mais là, on est vraiment dans quelque chose qui est assez fou, en fait, assez culotté en tous les cas. Alors, pour revenir à des choses un peu plus raisonnables, dans les armoiries parlantes, la famille Levieux à Nîmes, 2 membres différents. Alors, si vous regardez bien, ce n'est pas des anneaux, c'est des serpents qui se mordent la queue. Parfois, vous portez des noms qui ne sont pas trop faciles à porter. Alors, vous appelez Levieux. Et donc, ils sont partis du thème du vieux pour partir vers le thème de l'immortalité. Le serpent qui se mord la queue, c'est l'Ouroboros. C'est le thème de l'immortalité. Et vous avez comme ça parfois des armoiries, des familles qui portent des noms qui sont un peu difficiles à porter. Et donc, ils vont se servir des armoiries pour détourner le sens et, en quelque sorte, l'améliorer. Alors, un des exemples que je préfère, c'est une famille qui s'appelle Cochu. Alors, Cochu, en ancien français, ça veut dire cocu. Alors, dans le genre difficile à porter, et les armoiries de la famille Cochu, c'est un coq à l'envers, c'est un coq qui a chu. Alors, surtout pas une paire de cornes, évidemment. Et voilà, il fallait absolument éviter que Cochu fasse penser à cocu. Et donc, on a mis le coq à l'envers pour détourner le sens, en quelque sorte. Et vous avez comme ça quelques exemples d'armoiries qui détournent le sens du patronyme pour essayer un petit peu de sauver la face. Et puis vous avez aussi des rébus. Là, on est un petit peu dans la partie interactive, vous allez pouvoir jouer un petit peu. Alors, Louis de la Farelle. Alors, vous avez des torches en ancien français, des phares. Farelle. Jean Ducamp. Alors, vous voyez peut-être pas très bien au fond, mais vous avez un hibou grand-duc, et puis des tentes pour faire un camp. Ducamp. Alors, je trouvais que c'était intéressant de vous montrer ces exemples parce que je vous ai montré des choses assez snobs, assez prétentieuses, mais il y a aussi quand même des gens qui prennent ça un peu moins au sérieux, mais ils existent aussi. Alors ça fait du bien. Gabriel Dardalion, vous avez une main qui darde, c'est une main qui tient un dard en direction d'un lion. Et puis quand même, Léonard Comète. Alors, 2 têtes de lion, Léon, un arc. Léon, arc en ancien français, on ne prononce pas le C à la fin. Léonard Comète. Quand même. Il faut bien s'amuser un peu parce que... Bon. Et puis, alors je me suis posé la question, quand même, on est en Languedoc, est-ce qu'il n'y a pas des armoiries qui parlent en oc? Eh bien, si, il y en a. Alors, François Cambon, un champ bon, vous avez des gerbes de blé, un champ bon, il est fertile, donc vous avez les gerbes de blé qui sont ici, une autre version simple avec simplement les 3 épis. Louis Fraissinet à Saint-Jean de Gardonnant, donc Saint-Jean-du-Gard, le fraisse, c'est le hêtre. Donc, on est bien en oc. Alors, celui du haut, je ne suis pas sûr, celui du bas, je suis sûr. Jean-Jacques Serre,
en occitan, la serre, c'est une scie. Donc vous avez un lion avec la scie. Alors, il y a quand même le lion, parce qu'il faut quand même que ce soit un peu chic. Et en haut, alors il s'appelle Pierre Iolias, et je crois que ça... Alors, le blasonnement dit que c'est en fait de la pluie qui tombe sur des plantes. Et je pense qu'en occitan, Iolias ou Pierre Iolias et pluie, ça doit être assez proche. Mais ça, je ne sais pas s'il y a des gens ici qui pourront me confirmer. Mais enfin, la pluie dans un blason, c'est tellement rare que je pense que la clé, elle est d'ordre linguistique. Mais vous voyez, les sources d'imagination sont quand même drôlement variées. On n'est pas uniquement dans des choses qui sont d'ordre du snobisme ou de la prétention ou de l'angoisse par rapport à la mort et à l'au-delà. On a aussi des choses qui sont franchement ludiques. Le petit nuage de pluie qui tombe sur les fleurs, c'est plutôt mignon. Alors, bon, la croix des comtes de Toulouse, la croix occitane, je me suis dit, est-ce qu'on va la trouver? Alors, on la trouve plus qu'ailleurs, évidemment, mais quand c'est pour des familles, c'est toujours pour des familles nobles qui prétendent être apparentées aux comtes de Toulouse. Alors, je donne la précision parce que, par exemple, aujourd'hui, quand vous avez des familles du sud de la France, d'Occitanie, qui veulent se composer des armoiries, très très souvent, elles vont mettre la croix occitane. Et au départ, c'est la croix des comtes de Toulouse. Donc, en tous les cas, à l'époque, personne n'aurait osé mettre une croix occitane dans ses armoiries, sauf à prétendre descendre ou être de la même famille que les comtes de Toulouse. Et puis, comme on est à Nîmes, je me suis dit, mais est-ce qu'il n'y aurait pas un petit particularisme nîmois? Et quand même, les armes de la famille Magne, ou Maigne, il y a 3 colonnes. Alors, ça fait quand même 3 colonnes antiques tombées. Donc, ça fait quand même penser à la tour Magne. Alors, j'en sais rien, mais quand même, on a l'impression que quand on est à Nîmes et qu'on s'appelle Magne, on ne peut pas ne pas y avoir pensé. Ça me paraît impossible. Donc, le fait qu'il y ait ces 3 colonnes, des colonnes tombées, donc des colonnes antiques finalement, sur les armoiries de la famille Magne de Nîmes, c'est quand même, à mon avis, un indice d'un attachement de cette famille à ce passé antique. Et puis ici, la famille Decrès, vous avez ces 3 colonnes, dont une surmontée par un croissant et d'autres par des besants. Alors, c'est un avocat, les colonnes, ça peut être les colonnes de la justice, mais quand même, ça ressemble drôlement à des colonnes antiques. Et je pense qu'on aurait ici l'expression d'un attachement à la ville de Nîmes et à son passé antique qui pourrait s'exprimer par ces armoiries. Mais là, on est dans le domaine de l'hypothèse. Alors, j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de soleil dans les armoiries nîmoises. Alors, évidemment, ah bah oui, c'est le sud, il fait beau. Mais c'est sûrement un peu plus compliqué que ça. Alors, vous avez 3 armoiries parlantes ici qui sont construites de la même manière. Vous avez l'emblème parlant et le soleil dans la partie supérieure. Donc, en haut, famille de Bergerolles, 3 bergeronnettes et un soleil. Ici, Jean-Alexis de Queyras, 3 carreaux, 3 carrés et un soleil. Et puis ici, Jean Froment, 3 épis de Froment et un soleil. Alors, comment est-ce qu'on interprète ça? Est-ce qu'on est à nouveau dans la symbolique de l'élévation vers le ciel, donc avec l'idée que le Christ est le soleil de justice, sachant que la symbolique du Christ comme soleil de justice, qui est dans la Bible, est une symbolique à laquelle les protestants sont très attachés. Mais ce n'est pas les seuls. Les protestants n'ont pas le monopole du soleil de justice. Donc, est-ce qu'il y a une symbolique liée à l'élévation vers Dieu? Est-ce que c'est une évocation du beau temps? Ça se pourrait. Est-ce que c'est Louis XIV? Finalement, il y a des moments où les interprétations probables sont multiples et on ne peut pas trancher. Et c'est toujours une invitation à être prudent et à être modeste. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on peut avancer et puis il y a des choses qui restent en suspens. Et puis, c'est presque fini. Voilà. Alors, je voulais quand même terminer avec les armoiries de la Corporation des marchands de soie de la ville de Nîmes. Et quand même, ces petits papillons qui sortent de leur cocon, eh bien, ça ressemble au travail de l'historien qui reste caché pendant très longtemps. Et puis, un jour, les papillons sortent. Alors, voilà. Merci beaucoup, Monsieur Verneau, pour cette présentation limpide et très localisée. Pour ce travail, vous êtes bien adapté. Je crois que ça fonctionne. Allez-y, parlez. Oui, non. Allez, pour voir. Je redescendrai.
Donc merci beaucoup, vraiment très très intéressant avec ces exemples locaux riches et puis beaucoup de pistes en devenir pour les étudiants en histoire, pour les généalogistes, formidable, ou les étudiants en master, vous avez, il y a beaucoup de choses encore à faire, n'en doutez pas en histoire, voilà, une discipline en évolution, beaucoup de choses à faire. Les questions sont ouvertes, n'hésitez pas, peut-être que vous en avez quelques-unes parce que c'était très riche. Si je peux en profiter, j'ai 3 questions. D'abord, qui crée les armoiries au cours des temps, parce que je pense que... Deuxièmement, qu'est-ce qui vous fait dire que le croissant de lune, comme ça, c'est l'élévation? Et troisième question, pourquoi des étoiles à 5 branches? Pour l'enregistrement, Oui. Alors, première question. À l'époque, la culture héraldique est assez largement partagée et on l'apprend à l'école, en tous les cas dans les collèges des jésuites. Il y a des cours d'héraldique parce qu'on considère que quand on va dans les collèges de jésuites, on fait partie de la bonne société. Donc, il y a des manuels d'héraldique dès le XVIIe siècle. Et puis, avant ça, l'héraldique est suffisamment répandue dans la société pour qu'on sache. Et puis, socialement, on va voir les bonnes personnes. Voilà ce que je peux vous dire d'une manière générale. Après, le grand mystère, ce qu'on ne sait pas expliquer, c'est pourquoi au début se sont mises en place les règles. Alors, je ne vous ai pas parlé de règles héraldiques ce soir, mais si vous avez fait un petit peu d'héraldique, vous avez déjà vu, il y a des règles avec les couleurs, etc., qu'il ne faut pas mélanger. Voilà. On ne sait pas trop comment ça s'est mis en place et pourquoi. Il y a la question de la visibilité, mais ça n'explique pas tout. Voilà. Par contre, ce qu'on sait, c'est qu'en tous les cas, au Moyen-Âge, l'héraldique n'était pas considéré comme quelque chose d'extérieur à la société, ça faisait partie de la société. Donc de la même manière que vous avez un vocabulaire pour la gastronomie, vous avez un vocabulaire pour le monde militaire, vous avez un vocabulaire pour l'héraldique. Donc à partir du moment où vous êtes dans le bon milieu, vous apprenez les mots qui vont avec. Alors, ça commence au XIIe siècle. Oui. Alors, dans le sud de la France, je ne sais pas quand ça arrive. Les premières armoiries, c'est entre le sud de l'Angleterre et le nord de la France. C'est cette zone-là où ça commence. Mais ça recycle probablement déjà de l'emblématique antérieure. C'est-à-dire qu'on voit des emblèmes qui prennent place sur des armoiries qui étaient déjà là avant, sur des sceaux, des pièces de monnaie. Donc, mais on a tellement peu de sources. Oui, alors les Romains avaient aussi ils avaient des vexillas, donc il y avait aussi des tribus barbares avaient des boucliers peints. On a des catalogues de boucliers peints, de troupes auxiliaires barbares dans les armées romaines. Donc on a des choses comme ça. Après, ce qui est propre à l'héraldique, c'est l'aspect, les règles concernant les couleurs et puis le caractère héréditaire. Et ça, c'est quand même une nouveauté. C'est-à-dire qu'au XIIe siècle, la féodalité se réorganise et ce qui s'impose, c'est la notion du lignage. Et donc, l'hérédité des armoiries permet d'imposer la transmission par héritage du pouvoir, du prestige, etc. Ça, c'est pour votre première question. Alors ensuite, la deuxième, le croissant. Alors, c'est une très bonne question. Parce que moi, je suis comme vous, j'aime pas du tout les affirmations gratuites. Alors, à mon avis, pour le croissant avec les deux cornes à l'envers, les deux cornes tournées vers le haut, quelque chose qui est fondamental, c'est l'iconographie de la Vierge Marie. Dès la fin du Moyen-Âge, mais même déjà avant, la Vierge, lorsqu'elle est dans le ciel, donc les images de l'Immaculée Conception ou de l'Assomption, elle a les pieds sur le croissant, et puis elle est entourée d'un halo lumineux et la tête ceinte d'étoiles, ce qui est une interprétation de l'Apocalypse. Vous avez ce passage de l'Apocalypse où on parle d'une femme que l'Église a interprétée ensuite comme étant la Vierge, qui a les pieds sur un croissant, la tête ceinte d'étoiles, et puis qui est enveloppée de lumière comme le soleil ou quelque chose comme ça. Et donc, le fait, alors j'ai pas eu le temps d'en parler, dans les armoiries, le fait que vous ayez toujours le croissant dans la partie inférieure, enfin presque toujours, mais là encore j'ai fait des statistiques, quand vous avez croissant et étoile, les étoiles sont en haut, le croissant est en bas, et les pointes tournées vers le haut. Et ça fait immanquablement penser aux images de la Vierge, dans un monde qui est quand même pénétré d'iconographie religieuse, ça concorde en fait. Alors, est-ce que ça répond à votre deuxième question? Voilà. Et puis, alors, pourquoi à 5 raies? Alors, au Moyen-Âge, elles sont plus souvent à 6 raies qu'à 5 raies. Et dans le monde germanique, on garde les étoiles à 6 raies. Par exemple, en Suisse romande, on met des étoiles à 5 raies, et en Suisse alémanique, on met des étoiles à 6 raies. Donc, il y a une différenciation culturelle.
ce qui ne répond pas à votre question. Pourquoi est-ce que dans le monde roman, on préfère les étoiles à 5 raies et dans le monde germanique, les étoiles à 6 raies? Bien malin qui pourra le dire. Je n'en sais rien. C'est un fait culturel qu'on n'explique pas bien. Alors après, on peut, les étoiles à 5 branches, c'est le microcosme dans le macro. Enfin, moi j'ai vu plein de trucs, tous plus délirants. Alors c'est l'homme, vous savez, que Léonard de Vinci, l'homme comme ça, en étoile. Sauf que bon, l'anatomie, elle ne fonctionne pas comme ça. Dès qu'on part dans la symbolique des nombres, il y a tellement d'interprétations possibles que c'est tellement facile d'empiler comme ça les explications. Alors, moi, je ne sais pas. Eh bien, malin, oui. Alors, j'ignorais qu'il y avait un monument de Nîmes qui s'appelle les Trois Piliers. Alors, clairement, je pense que ça confirme mon hypothèse d'une influence nîmoise sur l'héraldique. C'est-à-dire, là, il me semble que ces deux familles sont nîmoises et fières de l'être, peut-être voisines des bâtiments en question. Enfin, premier, Magne, la tour Magne, ça me paraît évident. Voilà. Et puis, le deuxième, si vous me dites qu'il y avait effectivement les Trois Piliers à Nîmes, bon, bah, on y est, quoi. Je pense que là, pour le coup, vous confirmez mon hypothèse et ça me réjouit. Merci beaucoup, ça m'a beaucoup intéressé. Moi j'ai une question et une remarque. N'étant pas du tout spécialiste de la question, est-ce que vous pourriez nous préciser un petit peu à partir de quel moment est-ce qu'on a vraiment des armoiries? Puisque vous avez pris l'exemple des Catalans à Vieux-Sang, où quand il y avait les initiales, ce n'était pas encore une armoirie. Et donc si j'ai bien compris, un des éléments, c'est peut-être la disparition des initiales et que tout devienne symbolique. Mais est-ce que c'est juste ça ou est-ce que c'est plus compliqué? Je ferai après ma remarque. Alors, c'est une très bonne question et je vous remercie de l'avoir posée. C'est pas considéré comme de vraies armoiries. Alors, d'abord parce qu'effectivement, il y a des lettres et des chiffres. C'est-à-dire que dans l'écusson de Catala, il y a la date de la construction et puis il y a les initiales. Après, il y a quand même parfois des vraies armoiries avec des initiales. Mais normalement, on considère que quand il y a des lettres dans des armoiries, ce n'est pas des vraies. Et en tous les cas, ici, vous avez quelque chose qui ressemble davantage à l'iconographie des linteaux de porte qu'à celle de l'héraldique, ou plus exactement des pierres de fondation. Ça peut être des linteaux de porte, mais ça peut être aussi parfois des pierres qu'on trouve à d'autres endroits sur les façades et qui indiquent le moment où la maison a été bénie, au moment des travaux, etc. Alors, ce n'est pas de vraies armoiries. Donc, il y a le millésime ici, il y a les initiales. Ce n'est pas héréditaire non plus, mais il y a des armoiries non héréditaires. En fait, on est dans la zone grise. C'est-à-dire que les vrais héraldistes vous disent ce n'est pas des armoiries. Et dans les armoriaux, il n'y a jamais ce genre de choses. Par contre, moi qui suis historien et qui m'intéresse aux zones grises, parce que justement, elles nous enseignent quelque chose. Je connais beaucoup d'exemples de fermes cossues, où on a comme ça des écussons, où il y a simplement les initiales et puis la date, mais c'est dans un écusson. Et dans la ferme d'à côté, il y a les initiales et la date, et ce n'est pas dans un écusson. Donc on voit bien finalement que l'écusson, comme cartouche, sert en quelque sorte de cartouche honorable, plus honorable que le linteau simple. Alors, j'avais pas le temps là, mais j'avais fait une enquête pour un village où on a vraiment, il y a les linteaux où il n'y a rien, il y a les linteaux où il y a juste une petite croix, il y a ceux où il y a les petites croix puis les initiales, où là on se dit les propriétaires. Et puis, pour une grosse ferme, c'est dans un écusson. Et puis un peu plus loin, il y a un marchand où lui, alors il enlève les initiales et tout ça, et puis comme il est marchand en détail, il y a une balance dans l'écusson. Et puis un peu plus loin, il y a le château, il y a les armoiries du châtelain. Et donc, cette zone grise qui est méprisée par les héraldistes pur jus, elle nous enseigne quand même sur finalement l'iconographie de la notabilité. Parce que à l'époque, un noble dirait ce ne sont pas des vraies armoiries, et on a des traités qui expliquent c'est une horreur, un balayeur qui met un balai dans son blason, mais enfin qu'est-ce que c'est que ça, c'est pas un vrai blason, c'est une insulte pour la noblesse. Donc vous avez déjà un discours à l'époque sur ce que c'est que des vraies armoiries et des fausses. Les blasons que j'ai montrés des marchands avec la marque, est-ce que c'est vraiment des armoiries? Alors un des critères, est-ce qu'on peut les décrire en langage héraldique? Ben, il y en a, on ne peut pas. Et pourtant, ces marques, parfois, elles se transmettent sur 2 ou 3 générations. Donc, il y a un discours de la noblesse pour dire « ce n'est pas des vraies armoiries ». Il y a un discours de l'historien ou de l'anthropologue qui va dire « effectivement, c'est quelque chose d'hybride,
qui tient de l'armoirie, mais qui tient aussi de l'iconographie du linteau de porte, et finalement qui sert à affirmer la notabilité, donc l'échelon intermédiaire entre les élites reconnues comme telles, et puis entre guillemets le peuple, ou tout ce que vous voulez. Voilà. Bon, merci beaucoup. Je vois que c'est complexe, mais effectivement, c'est ça qui est finalement intéressant pour faire de l'histoire sociale de cette époque-là. Alors après, c'est peut-être plus une réponse à une interrogation ou une remarque qu'une véritable question. Vous avez évoqué les oiseaux qui étaient souvent à Nîmes dans les armoiries. Alors, il se trouve que bon, dans la région, on est dans une zone de fiscalité réelle, et donc on a des cadastres, on a des compois, et quelquefois, il y en a qui sont décorés, où il y a des visages, ou bien il y a des objets qui symbolisent le métier de la personne, qui schématisent le métier. C'est pas le plus grand nombre, mais sur Nîmes, il se trouve qu'on en a des décorés, où à côté du nom du propriétaire, il y a souvent le visage, il y a souvent des fioritures, et il y a aussi quelquefois des animaux. Alors, j'ai quelques dizaines de photos, et je vais vous montrer tout en parlant. Il se trouve qu'en fait, tous les animaux que je trouve sur les photos, c'est tous des oiseaux. Et il me semblait qu'il y avait des lapins ou des lièvres, mais j'arrivais pas à les trouver. Alors après, j'ai fait quelques dizaines de photos seulement. Alors je me rappelle plus ces photos vieilles. Je sais plus en quoi c'est représentatif de la réalité. Mais si on passe sur quelques images, je sais plus si c'est la précédente ou la suivante, il y a plusieurs oiseaux qui sont représentés à côté du nom du propriétaire. Voilà. Donc ce serait peut-être à croiser avec les armoiries. Et en plus, il se trouve que c'est un compois, un cadastre de 1671. Donc on doit être à peu près à la même époque que l'armorial. Voilà. Alors, la remarque est passionnante, et puis elle soulève vraiment la question de la géographie des phénomènes culturels. C'est-à-dire qu'on observe parfois, si on cartographie les armoiries, et puis on se dit, bah, tiens, je vais cartographier telle combinaison de couleurs, ou bien la présence de telle figure, voir si elle est fréquente ou elle est rare, on se rend compte qu'il y a des zones qui apparaissent, et ces zones ne correspondent à rien d'autre. C'est-à-dire qu'elles ne correspondent pas à des limites religieuses ou linguistiques, ou en tous les cas, enfin, l'historien d'aujourd'hui ne comprend pas pourquoi, et au fond c'est un peu le même cas avec parfois certaines traditions anciennes, certains rites liés à la Chandeleur, ou enfin à tel ou tel, où on a 4 ou 5 villages qui vont célébrer de telle manière tel rite religieux pour telle fête de l'année, et pas les villages d'à côté, et ça ne correspond ni à une entité géographique ou administrative ou autre, et on ne sait pas. Et on ne sait pas pourquoi quelque chose se développe à un endroit et pas ailleurs. Et alors pour l'anthropologue, ça soulève plein de questions. Pourquoi est-ce qu'il y a des phénomènes culturels qui apparaissent? On ne sait pas. Mais il faut poser la question. Peut-être qu'un jour quelqu'un de plus malin trouvera. D'autres questions? Remarques? Attendez, je préférerais. Quelquefois, ce sont des villages qui ont des armoiries. C'est complètement différent de ce que vous nous avez raconté ou... Alors, c'est pas différent. Moi, j'ai vraiment centré sur les familles. Effectivement, alors, il y a des villages qui ont des armoiries. D'ailleurs, certains, à l'époque de l'armorial général, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, l'armorial général, c'était une mesure fiscale. Et puis, dans certains villages, alors, il y avait des villages qui avaient des armoiries, mais il y en a qui n'en avaient pas. Mais on s'est dit, ben voilà, il n'y a pas peut-être de famille suffisamment riche, mais tout le village, ils vont bien réussir quand même à mettre l'argent pour un blason. Et d'où cette série. Alors pour le Languedoc, vous avez toutes ces séries de blasons qui sont composées de damiers en série comme ça, parce qu'en fait, c'est des villages qui n'ont pas déclaré d'armoirie parce qu'ils n'en avaient pas. On les a fait. Alors on leur a dit, vous payez d'abord, puis on s'occupe du reste. Et puis on s'occupe du reste. Et ben en gros, c'est alors numéro 1, c'est bande en diagonale, damier rouge et blanc. Numéro 2, c'est bande en diagonale dans l'autre sens, damier rouge et vert, et ainsi de suite. Et on a décliné comme ça sur des séries et des séries. Alors aussi bien pour les particuliers d'ailleurs que pour les villages, ces séries avec des bandes, des losanges, etc. Et donc ici pour le Languedoc, voilà, c'est le bandeau avec le damier dessus. Voilà. Ailleurs c'est autre chose, mais ici vous avez ça. Quelqu'un qui se fait un blason peut le déposer quelque part. Alors c'est une question qui revient très souvent. Non, alors il n'y a pas d'enregistrement légal des armoiries. En France, c'est la même législation qu'autrefois, c'est-à-dire qu'une armoirie est légale à partir du moment où elle est portée
et où elle n'est pas portée par quelqu'un d'autre. C'est-à-dire, vous avez le droit de vous composer des armoiries, simplement elles ne doivent pas correspondre à des armoiries qui existent déjà, sinon il y a eu ce qu'on appelle une usurpation. Et c'est tout. Et si un jour il y a un procès, eh bien à ce moment-là, c'est celui qui pourra démontrer la plus grande ancienneté de ces armoiries qui gagnera. Alors, pour rien vous cacher, ce genre de procès est assez rare. Mais ça peut arriver. Mais il y a une vraie demande. Alors, pendant quelques temps, il existe une commission nationale d'héraldique en France qui donne des conseils pour les collectivités locales. Pendant quelques années, ils ont donné des conseils pour les particuliers. Il y a eu un nombre de demandes très très important. Parce que justement, alors d'abord il y a encore dans l'imaginaire, c'est comme l'armorial général. L'armorial général, on a enregistré les armoiries. Donc il y a l'idée finalement que de vraies armoiries, c'est des armoiries enregistrées. Mais au Moyen-Âge, un chevalier n'a jamais rien enregistré et ces armoiries, elles existaient. Là, je vous ai montré des armoiries. Alors les armoiries enregistrées, c'est bien parce que pour l'historien, ça fait des sources. Mais les armoiries médiévales n'ont jamais été enregistrées et elles ont existé. Simplement, elles étaient utilisées et puis l'usage valait date. Et puis à partir de là, il y a eu quelques procès au Moyen-Âge, effectivement, quand il y avait deux familles qui avaient les mêmes armes. Il y a eu quelques procès, on tranche en disant, voilà, lequel des deux peut démontrer l'usage le plus ancien, c'est vous, l'autre, vous changez un élément et puis voilà, terminé. Bon, écoutez, on va ainsi vous remercier encore une fois de votre venue, de ce très bel exposé. Merci beaucoup et puis bonne soirée à tous. Au revoir. Merci à vous.